nous avons fait le tour sur comment concevoir un environnement de réalité virtuelle ou un jeu virtuel, on va dire en monoposte. D'accord. Maintenant, on va voir comment rendre cet environnement virtuel ou ce jeu, comment on va le rendre distribué. D'accord. Et donc, c'est le même concept qui va s'appliquer sur les jeux de réseau, autant que sur les environnements de réalité virtuelle en réseau. Alors, la réalité virtuelle distribuée, ce qu'on appelle la RVD, d'accord, c'est quoi? C'est qu'il y aura plusieurs personnes connectées sur un réseau qui vont partager le même environnement virtuel. Ça veut dire qu'ils seront capables de visualiser tous en même temps le même état de l'environnement virtuel, mais aussi de pouvoir communiquer sur le réseau, donc échanger des informations, tout en maintenant la cohérence du monde virtuel, donc tout en ayant la même vue sur le monde virtuel. Et puis, il faut assurer une interactivité convenable sur le réseau. Bien sûr, on va ici être confronté aux problèmes liés au réseau. Car c'est comme une réalité virtuelle distribuée sur un réseau, ça reste un logiciel, une application qui est sur un réseau. Donc, elle va hériter de toutes les spécificités du réseau et tous les problèmes liés au réseau. Les applications de réalité virtuelle sur le réseau, bien sûr, il y a les jeux sur réseau, qui sont, on va dire, ils atteignent une prolifération actuellement, les jeux sur réseau. Après, il y a des applications qui sont de réalité virtuelle, qui sont plus, on va dire, plus dédiées prototypage, ce qu'on appelle prototypage virtuel collaboratif. Donc, ça va être des applications collaboratives. Donc, ici, par exemple, à titre d'exemple, là, on cite une application collaborative de American Aircraft. D'accord. Donc, là, donc, il y a plusieurs personnes qui collaborent sur le réseau sur un thème spécifique. Ça peut être aussi une visualisation scientifique. D'accord. Donc, par exemple, ici, c'est une visualisation de données volumiques. D'accord. Donc, c'est des données moléculaires. On a plusieurs participants qui peuvent être dans des pays différents ou en situation géographique différente et qui partagent la même information sur le réseau et qui peuvent communiquer et collaborer sur le réseau. Alors, on revient au jeu. Il y a les jeux multijoueurs, d'accord, qui peuvent être à la première personne, donc ça peut être des FPS, ça peut être des RTS, d'accord, donc c'est des jeux de stratégie à temps réel. Ça peut être des jeux de simulation sportive comme Need for Speed. Ça peut être des jeux. Donc, on parle de jeux multijoueurs et on parle de jeux massivement multijoueurs. D'accord. Pour les jeux multijoueurs, c'est le nombre de personnes est limité. Dans le massivement multijoueur, le nombre de personnes est limité aussi, mais il est beaucoup plus grand. D'accord. Comme Ultima Online. Et donc, est-ce que vous pouvez me citer des jeux en réseau que vous connaissez? Le jeu consiste en quoi? D'accord. Les autres? D'accord.
Merci. Et les autres? Un exemple de jeu en réseau. D'accord. Les autres qui sont là. Un exemple de jeu, même si vous ne l'avez pas joué, dont vous avez entendu parler. D'accord, c'est quoi le jeu? Ça consiste en quoi? En gros. Donc c'est un jeu de guerre. D'accord. Alors merci pour vos réponses. Alors on va voir un peu d'historique en fait. Comment ça a commencé? D'accord. Donc au départ il y a eu les simulettes. En fait c'est des simulateurs, d'accord, qui sont sur Internet. Bien sûr, comme je dirais dans la majorité des domaines, les pionniers sont les militaires. D'accord. Donc, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de stratégie et un jeu de guerre, où c'est plus en fait une simulation. D'accord. Pour s'entraîner, par exemple, à une, à, on va dire à une stratégie de guerre. D'accord. Ou bien comment en fait gagner une bataille. Là, il y a plusieurs personnes sur le réseau et donc là, on voit la zone, d'accord. Et voilà, donc c'est plus un simulateur d'entraînement, d'accord, militaire. Après, il y a eu un jeu, d'accord, plus d'habitat. Et donc là, on a un petit peu des personnages, d'accord. C'est un jeu de chat. C'est des personnages qui sont identifiés. Donc, les joueurs sont identifiés par des personnages. Ils communiquent entre eux pour chatter, d'accord. Euh, voilà. Donc, c'est un petit peu là où on veut revenir, d'accord, dans le dans les réseaux, on appelle ça en fait. Alors maintenant, quand on a un système, donc un monde virtuel à partager, à faire communiquer les utilisateurs, donc il faut choisir l'architecture réseau. Donc là, c'est juste un rappel, parce que là, c'est une notion que vous connaissez, d'accord. Donc en termes d'architecture, quels sont les modèles de communication qu'on peut avoir? On peut faire des diffusions, d'accord. On peut faire une communication de groupe, on peut avoir plusieurs types de communication.
Maintenant, en termes d'architecture, comment on va organiser ou bien comment on peut organiser l'architecture de notre réseau pour faire fonctionner notre jeu en réseau. D'accord. Donc, tel que vous connaissez, il y a les systèmes qui sont sans serveur et donc c'est un peer-to-peer, égal à égal. On peut avoir des systèmes centralisés, donc avec serveur centralisé, donc ça va être client-serveur. On peut avoir des systèmes à plusieurs serveurs qui n'ont pas de relation entre eux, comme on peut avoir un système à plusieurs serveurs coordonnés. La question est, par rapport à un jeu qu'on est en train de concevoir, quelle architecture nous allons choisir? D'accord. Alors, égal à égal, vous connaissez, voilà, c'est plus un LAN et on fait participer donc de 2 à n participants. Là. Après, voilà, donc on peut aller jusqu'à 100 participants dans ce type de réseau. Autrement, ce ne sera pas intéressant et on va voir que ce n'est pas applicable sur des mois. Après, on peut avoir un système centralisé, client-serveur, d'accord. Donc, c'est plus adapté à des FPS, d'accord. Ça peut être, on peut aller jusqu'à 32 joueurs simultanément. Donc, en fait, le problème, ou la question à laquelle il faut réfléchir, on a un jeu, d'accord. Nous avons défini notre jeu. Quelle est la meilleure façon, d'accord, de faire coordonner, ou bien de faire communiquer, ou de faire participer les différentes personnes sur ce réseau, sur ce jeu-là. D'accord. Donc là, ça c'est une architecture qui a plusieurs serveurs. Les serveurs sont coordonnés. Donc il y a une relation entre les différents serveurs. Donc, on a un sous-réseau, un deuxième sous-réseau, et les deux sous-réseaux communiquent entre eux. Et donc l'avantage qu'on a dans ce type de hiérarchie, ça veut dire qu'on peut avoir un WAN, donc un réseau qui est très grand, puisque c'est partagé en plusieurs sous-réseaux. Et puis, on gagne aussi en fiabilité parce que les différents serveurs aussi communiquent entre eux. Le problème, la coordination est une tâche délicate. Et donc, le fait d'avoir une hiérarchie et une coordination à ce niveau-là, on a le problème de latence qui va croître. Et donc, ce qu'il faut retenir, donc, les modèles d'architecture réseau, vous les connaissez, les modèles de communication, vous les connaissez, vous savez comment créer ou comment concevoir un monde virtuel ou un jeu en un seul poste, d'accord? Et vous voulez passer, à partir de ces données-là, vous voulez passer à un jeu avec plusieurs participants ou un jeu sur réseau. Donc, si vos objectifs, vous avantagez l'extensibilité. D'accord? Vous allez plus choisir une architecture sans serveur ou bien à serveurs multiples qui ne seront pas coordonnés. Si dans votre application ou dans votre jeu distribué, vous allez avantager la fiabilité. Donc là, vous allez utiliser une architecture avec plusieurs serveurs qui sont coordonnés. Si pour vous, l'avantage est donné à la simplicité, vous allez choisir un modèle client-serveur centralisé. Si par contre vous voulez avantager l'interactivité, vous allez choisir une architecture sans serveur. Pourquoi? Parce que si on parle d'interactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, j'avantage plus la communication entre les différents points du réseau. Et donc, le fait de ne pas passer par un serveur, parce que vous savez comment ça se passe. Dans une architecture avec serveur, donc les clients vont envoyer au serveur et le serveur va envoyer aux autres participants. Alors que dans une architecture sans serveur, les clients ou les participants communiquent directement. Donc, on avantage la communication et donc on avantage l'interactivité. D'accord? Par contre, d'accord, si on va avantager l'interactivité, on va perdre en quoi?
on va perdre en extensibilité aussi. Parce que si on passe à une grande échelle, le fait de faire passer comme ça l'information entre les différents participants, on va avoir un problème de communication et donc là des goulots d'étranglement, d'accord, pour pouvoir communiquer beaucoup de personnes, d'accord, il y a plusieurs postes comme ça sur cette architecture-là, d'accord. Maintenant, si je cherche la fiabilité, est-ce que dans une architecture sans serveur, je vais avantager la fiabilité? Je vais perdre en fiabilité. Pourquoi? Parce que un va envoyer à tout le monde, il se peut qu'il y ait perte de messages, perte de paquets, donc il n'y a rien qui va dire il faut réenvoyer. D'accord? Par contre, si je passe par un serveur, ça sera plus organisé. S'il y a une perte de paquets, il y aura plusieurs paquets qui seront réenvoyés. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on avantage la fiabilité avec une application où on a des serveurs. Et en plus, quand c'est grand, les serveurs doivent être coordonnés. Donc si c'est un client-serveur, c'est un petit réseau, donc c'est un LAN avec client-serveur, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si on passe à un WAN, ça va être plusieurs sous-réseaux, donc plusieurs sous-réseaux de client-serveur. Et si on veut garder la fiabilité, il faudrait que les différents serveurs des différentes parties du réseau doivent être aussi coordonnés. D'accord? Maintenant, si on veut avoir un petit réseau simple et fiable, on va plus choisir un client-serveur centralisé. Mais là, ça sera plus adapté à un LAN et pas à un WAN. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, on a perdu aussi un autre. D'accord. Merci. Maintenant, d'accord, on a choisi notre réseau. D'accord, on a choisi l'architecture du réseau. On sait comment on va partager, bien comment on va faire communiquer nos participants. On a créé notre environnement virtuel. Nous avons créé notre environnement virtuel et là, on va dire, voilà, l'environnement virtuel, il est là. J'ai mon design, d'accord. Je sais comment fonctionne et comment je dois interagir avec mon environnement virtuel. Mais alors, tous les participants, comment ils vont avoir la même vue sur mon environnement virtuel ou sur mon design de jeu? C'est ce qu'on appelle un état partagé. Donc, l'état partagé, d'accord, c'est quoi? C'est l'aspect, en fait, qu'on a conçu, donc nos objets, les interactions entre différents objets. Il va falloir qu'on les partage entre les différents participants dans ce sous-réseau. Donc, c'est un état partagé. D'accord? Alors, il y a différentes méthodes, d'accord, pour partager l'état partagé. D'accord? L'environnement virtuel qu'on a conçu, il y a différentes façons de le partager. En fonction, je rappelle, de nos objectifs. D'accord? Tout à l'heure, on avait parlé d'extensibilité, de fiabilité, de simplicité, d'accord, et d'interaction. Dans le même sens, on doit aussi faire des choix. Et les choix que nous avons faits pour choisir l'architecture de notre réseau, on va aussi devoir faire un choix pour choisir comment l'état va être partagé, comment l'environnement virtuel va être partagé. D'accord? Ce choix-là, on va le faire comment? On va le faire en se basant sur nos objectifs. Est-ce que dans mon jeu ou dans mon environnement virtuel de façon générale, j'ai besoin d'avoir une interactivité maximale? Si j'ai besoin d'avoir une activité maximale, en fait, comme l'exemple qu'avait cité au début de jeu votre camarade, d'accord, si c'est un jeu qui est compétitif, et donc j'ai besoin d'avoir qui soit interactif. Alors, si il doit être interactif, donc je dois maximiser le débit. D'accord, le débit et donc la quantité de messages échangés sur le réseau. Maintenant, si j'ai
veux que mon environnement virtuel soit le plus cohérent possible. Ça veut dire quoi la cohérence? La cohérence, ça veut dire que j'ai un post X sur le réseau, à un instant T, doit voir exactement le même état qu'un post Y sur ce réseau. D'accord? À l'instant T plus 1, à l'instant T plus 2, à l'instant plus delta T. C'est-à-dire qu'à tout moment de mon partage, la cohérence et donc l'information qui est partagée doit être perçue, d'accord? Pour rappeler de la perception, perçue de la même façon, d'accord? Et donc là, je vais plus maximiser la cohérence. Je vais chercher à maximiser la cohérence. Alors, on avait dit le débit, ça va être plus sur des jeux très interactifs. La cohérence, ça va être plus sur des jeux, on va dire jeux, mais ça va être plus sur des simulations, d'accord? Donc, dont l'objectif est plus sérieux, d'accord? Ça peut être du prototypage interactif, ça peut être de la simulation interactive. Et là, ça va être plus sur des petits réseaux, puisqu'on a des participants qui sont réduits, puisque l'objectif, d'accord, c'est l'objectif est sérieux, d'accord. Ça va être comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure sur le prototypage collaboratif de molécules, ou bien une variante du Siminet. Ça va être un jeu, ça va être un jeu, c'est plus une simulation que jeu, d'accord. Une simulation de stratégie de guerre ou un truc comme ça. Donc là, l'objectif est beaucoup plus important et beaucoup plus sérieux. Donc la cohérence, elle est primordiale, d'accord. Après, bien sûr, on peut faire des compromis entre les deux. On va dire, voilà, j'ai besoin de perdre un peu de cohérence, mais de gagner plus de débit. Ou bien l'inverse, je perds un peu de débit, mais je gagne un peu en cohérence. D'accord. Parfois, on peut trouver une balance entre les deux. Et donc, voilà. Une fois qu'on aura défini notre objectif de l'état partagé, nous allons choisir la méthode qui est la plus appropriée. Alors, si on parle de cohérence, d'accord, la méthode la plus appropriée qui va me garantir la cohérence, ça va être entrepôt partagé. D'accord, ça va être entrepôt partagé. Donc, c'est quoi un entrepôt partagé? Alors, l'entrepôt partagé, c'est un état, d'accord? Et l'état donc de mon environnement virtuel. Quand je dis état, je parle, vous avez compris, de tout le design que j'ai conçu, d'accord? Et toutes les interactions. Ça veut dire que si j'ai mon personnage qui a bougé de 1 cm, il a fait un pas, d'accord? Ça, c'est l'état partagé à l'instant T, d'accord? Donc, le monde design plus les interactions. Et conservé quand c'est un entrepôt partagé et conservé dans un lieu de stockage qui est commun. Ce lieu de stockage, d'accord, a priori, ça va être un serveur, d'accord. Si on le met sur un serveur, donc tous les clients vont pouvoir bénéficier d'accéder à cet état partagé qui est sur les serveurs. Comment? Par des requêtes de mise à jour, d'accord. Donc à chaque fois qu'un client a fait une interaction et donc qui a fait bouger une interface, c'est une requête de mise à jour qui est envoyée vers ce lieu de stockage, d'accord. Donc a priori vers un serveur. Et le serveur va mettre la mise à jour. Donc, on va, par exemple, si un a fait bouger son avatar d'un pas, donc une requête de mise à jour est envoyée au serveur. Le serveur va intervenir sur l'environnement virtuel. Il va faire bouger donc, le personnage d'un pas. Et cette information-là, elle est répartie après pour tous les autres clients. D'accord? Donc, tout se fait à partir de ce lieu. D'accord? Donc, toutes les requêtes de mise à jour et toutes les mises à jour se font sur l'entrepôt partagé. D'accord? Donc, l'avantage, c'est une programmation simple. D'accord? La cohérence d'état, elle est absolue. On ne peut pas avoir une meilleure cohérence que ça. Et puis, les données sont partagées par tout le monde. Le problème, c'est les communications, puisqu'il y a
les requêtes de mise à jour qui sont envoyées tout le temps. Et donc, on peut avoir un point névralgique, un goulot d'étranglement, surcoût en communication dû aux requêtes de mise à jour. Et donc, ça convient plus au réseau LAN, d'accord, donc au petit réseau qui nécessite une forte cohérence. Donc, je vous avais dit que ce sera plus pour des simulations de prototypage ou de simulations à titre, on va dire, sérieux, avec un objectif sérieux, pour avoir un maximum de cohérence, d'accord. Et puis, c'est adapté au petit réseau. Alors, voilà. Donc là, on a vu une méthode qui est l'entrepôt partagé, qui garantit une meilleure cohérence. Maintenant, on peut perdre un petit peu en cohérence et gagner plus de débit en utilisant une régénération fréquente de l'état. Alors, comment on va faire une régénération fréquente? Donc, on va envoyer fréquemment l'état courant. D'accord? Alors, tout à l'heure, dans un entrepôt partagé, c'était des requêtes de mise à jour qui étaient pratiquement tout le temps. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, ou même sans changement, c'est tout le temps les requêtes de mise à jour qui sont envoyées vers les clients. Maintenant, on va utiliser une horloge. D'accord? Donc, les requêtes de mise à jour ne vont pas être envoyées tout le temps, mais être envoyées à des delta T. D'accord? Donc, c'est un timer, c'est une horloge. Donc, on va dire chaque delta T, OK, envoyer requête de mise à jour à tous les clients, du serveur à tous les clients. Pareil, chaque delta T, donc au prochain delta T, et ainsi de suite. Donc, vous connaissez en fait l'horloge, d'accord? Et donc, voilà, sur des applications timer où les requêtes de mise à jour sont appliquées comme ça de façon régulière, d'accord? Alors, c'est aussi simple à mettre en œuvre comme un état partagé, d'accord? Après, on a un meilleur débit que les entrepôts partagés. On peut aussi l'utiliser sans serveur, d'accord? Puisqu'on se dit, l'information va partir sur les réseaux à des delta T. D'accord? Donc, ça peut être aussi un peer-to-peer et l'information qui va passer à tous les participants va être communiquée à des delta T. Donc, on va aussi consommer de la bande passante, ça c'est clair, d'accord? Puisqu'on a aussi des messages qui vont circuler sur le réseau, pas tout le temps, mais ça a des delta T. Donc, on peut avoir des delta T, des problèmes de latence, d'accord? Mais bon, ça reste un système qui est bien adapté sur les réseaux LAN aussi, d'accord? Alors, on a vu un entrepôt partagé, une régénération fréquente. Maintenant, on peut aussi un petit peu perdre encore plus de cohérence et gagner un peu plus en débit en utilisant le contrôle direct. Dans le contrôle direct, on va plus travailler sur une estampille temporelle. Donc, on peut avoir, donc si j'ai un objet qui s'est déplacé, on va dire de plus 10. Donc, à l'instant T plus 1, il doit être à une deuxième position de plus 10. Donc, comment on va faire? Donc, sur une partie du réseau, c'est sur un client, on déplace X avec une vitesse on va dire 1 mètre par seconde. D'accord? Par contre, sur une autre machine, d'accord, qui a reçu le message, donc on va dire après la première machine, elle va le faire déplacer d'une vitesse plus grande. D'accord? Et donc, quand est-ce qu'on utilise ce genre de méthode? C'est pour garder de la cohérence. D'accord? C'est une cohérence, on va dire, ponctuelle. Ça veut dire que c'est pas cohérent tout le temps, mais c'est cohérent à des instants. Au final, les deux postes vont voir qu'il y a eu le même déplacement. D'accord? Mais pas à la même vitesse. D'accord? Et donc là, c'est pour cacher
la latence du réseau. D'accord? Il se peut qu'il y ait, par exemple, un joueur qui va être en Algérie ne va pas jouer, d'accord, avec le même confort qu'un joueur qui va être, par exemple, dans une capitale européenne, par exemple, on va dire. D'accord? Donc, il va être un petit peu désavantagé vu qu'il a moins de débit. D'accord? Donc, le jeu va faire quoi? Pour cacher en fait qu'en fait que le paquet a tardé à venir, il va faire une fois que le paquet est arrivé, il va déplacer donc le joueur plus rapidement, d'accord, que l'autre. Et donc comme ça, on arrive à garantir une certaine cohérence tout en cachant, d'accord, un petit peu la latence liée au réseau. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer ou non à ce genre de jeu qui sont donc voilà, c'est des jeux qui sont RTS ou autres où on voit en fait il y a un paramètre qui est affiché, d'accord, on vous affiche votre latence, d'accord, donc on vous affiche, on veut dire vous avez une latence de 40, de 80, d'accord, par rapport à un autre joueur qui va être ailleurs. On peut être par exemple même sur Alger, on va avoir deux joueurs sur deux réseaux différents, d'accord, ils vont avoir des latences différentes. Et le jeu affiche même donc, la latence de votre réseau. Et donc, les autres joueurs qui auront un meilleur débit, donc moins de latence en réseau, vont voir, par exemple, les ennemis plutôt que vous. D'accord? Donc, ils seront un petit peu avantagés par rapport à vous. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on utilise ce genre de méthode pour cacher un petit peu la latence. Ce n'est pas la seule méthode qui cache la latence, d'accord? Il y a plusieurs méthodes qu'on utilise pour cacher un petit peu la latence. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut gérer des latences qui sont importantes et la cohérence est parfaite à un certain moment précis. On n'a pas une cohérence qui dure dans le temps. On a des cohérences à des instants. D'accord? Donc le problème, c'est qu'on n'a pas de cohérence en cours de mouvement. Mais on peut gagner en extensibilité. Donc là, on peut passer sur des réseaux WAN. D'accord? On gère un grand nombre d'entités, en fait, comme les jeux RTS. D'accord? Donc c'est adapté aux jeux RTS qui sont sur WAN. Une autre méthode de partage d'état où on va gagner aussi en débit, d'accord, et perdre en cohérence, on perd encore un peu plus de cohérence en utilisant une interpolation. Donc l'interpolation, c'est une méthode mathématique, d'accord, elle est beaucoup utilisée en vision par ordinateur et en réalité virtuelle, d'accord. Donc l'interpolation, c'est quoi? C'est que j'ai des informations aussi à des instants, où j'ai des informations, on va dire, en des points, et je vais déduire, d'accord, je vais utiliser une fonction mathématique qui va, on va dire, déduire quelle est l'information qu'il y a entre les deux. Alors, c'est une méthode aussi qu'on utilise pour faire de la conception 3D. On en avait parlé quand on a fait de la modélisation 3D, si vous vous rappelez. On avait dit que si on a plusieurs séries, donc on a une série de plusieurs images 2D, on utilise l'interpolation pour avoir une image 3D. Et donc, on va combler l'information qu'on n'a pas pour avoir le modèle 3D. D'accord? Ça, c'est pour une conception 3D. Par contre, l'interpolation, dans notre cas, et donc dans le partage d'état sur le réseau, c'est une solution qui consiste à envoyer régulièrement la position des entités et interpoler les entités dans le passé en utilisant des positions connues. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va envoyer l'information sur la position, on va dire, de mes joueurs, d'accord? Régulièrement. Régulièrement, c'est revient à faire quoi? Régulièrement, c'est aussi un temps, d'accord? C'est aussi un timer. Et pour le reste, d'accord, l'information que je n'ai pas, que je n'ai pas envoyée, je vais la déduire, d'accord? Par interpolation. Maintenant, si l'information n'est pas passée, si par exemple il y a une perte de paquet, l'objet, je vais l'immobiliser. Je n'ai pas reçu, il reste immobile. D'accord? Alors, l'avantage, c'est que. Donc là, on est toujours sur une trajectoire coulue parce qu'on sait à des instants
on a l'information. Donc, on peut reconstituer la trajectoire. Le problème, c'est qu'on peut avoir des pertes de messages, puisque là, en fait, par rapport à la méthode où on utilisait le timer était un peu petit, d'accord? Il y avait un delta T petit. Maintenant, comme c'est un delta T qui est beaucoup plus grand, on peut avoir, d'accord, on n'a pas envoyé, donc on ne va pas réenvoyer rapidement, et donc on peut avoir la perte d'informations et ne pas savoir, par exemple, quelle action a fait un joueur à ce moment-là. Alors, ça convient au one, bien sûr, parce qu'on perd en cohérence aussi, c'est clair, on perd en cohérence. Et donc là, on a une cohérence qui est spatiale, mais on n'a pas une cohérence temporelle. Vous avez bien compris, en fait, que je sais que, par exemple, le joueur X s'est déplacé d'un delta, d'accord? On va dire, il s'est déplacé. J'ai un joueur qui s'est déplacé sur l'axe X, par exemple, d'un delta X. Le déplacement au final, je le connais, mais en fait, il est passé par quel mouvement, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? C'est ça que je n'ai pas. Donc, je peux le déduire, d'accord? Mais si je n'ai pas assez d'informations pour déduire, si j'ai des pertes de paquets, je n'ai pas assez d'informations pour déduire, je ne pourrai pas déduire. Et donc, le joueur va rester immobile. D'accord? Et donc, spatialement, je sais où est-ce qu'il est parti, mais temporellement, ça veut dire entre mes deux états, je ne l'ai pas. D'accord? Alors, on gagne aussi en début, on perd de plus en plus en cohérence. Il y a les filtres à perception locale. Alors, filtre à perception locale, c'est aussi une méthode pour cacher un petit peu la latence. D'accord? euh, Donc, c'est une méthode aussi qui va cacher la latence, puis c'est quoi? C'est un filtre à perception locale. Donc là, son nom l'indique bien. Et donc, entre une machine X et une machine Y, un poste X et un poste Y, on va jouer, d'accord, sur la vitesse des mouvements pour cacher la latence sur un poste. Donc voilà, on cache la latence. Pourquoi? On est en train de gagner en débit. On gagne en débit, ça veut dire quoi? Ça veut dire on minimise les échanges sur le réseau. D'accord? On a les requêtes de mise à jour qui sont réduites. C'est pour ça qu'on gagne en débit. D'accord? Alors, voilà. Donc, on gagne en débit et donc on a moins de latence. Donc, on va chercher à. On a perdu en cohérence puisque les requêtes de mise à jour sont moins nombreuses que les requêtes de mise à jour qu'on a auparavant. D'accord? Et puis, on arrive à cacher la latence en jouant sur les vitesses de perception ou les vitesses de mouvement de chaque utilisateur. Alors, le dead reckoning, maintenant, c'est la méthode qui maximise au plus le débit, d'accord? Et c'est la méthode qui est la plus utilisée, ou bien qui est effectivement utilisée dans les jeux massivement multijoueurs, d'accord? Donc, c'est adapté à l'état, à des jeux où on a plusieurs participants. Donc, on est sur un réseau qui est grand. Donc, on parle de massivement multijoueur. D'accord? Et donc, on va chercher à prédire l'état des objets basé sur des requêtes de mise à jour externe. Donc là, on fait une prédiction. Donc, c'est plus une interpolation. L'interpolation, elle est plus entre deux états qui sont connus dans le passé. D'accord? Maintenant, c'est une prédiction. Je sais comment s'est comporté un joueur jusque-là. Je vais chercher à prédire comment il va fonctionner dans le futur. D'accord? Basé sur les requêtes de mise à jour que j'ai reçues, étant donné que je minimise le nombre de requêtes de mise à jour. Donc, on va faire converger donc, un état quand je reçois en fait une requête de mise à jour. Je vais voir si j'ai mal prédit, je vais mettre à jour ce que j'ai prédit.
D'accord? On met à jour l'algorithme de prédiction. Et donc, bien sûr, la fréquence de renvoi, on avait dit qu'elle diminue. On ne l'envoie pas fréquemment. Les algorithmes de prédiction, il y en a plusieurs. On peut faire une prédiction linéaire, quadratique, d'accord, par spline. On peut utiliser des algorithmes de prédiction. On peut utiliser aussi des méthodes de convergence, d'accord. Ce sont des méthodes mathématiques qu'on utilise. Donc, sachant un passé, on va prédire le futur. Et puis, à chaque fois qu'on reçoit la requête de mise à jour future, d'accord, dans le futur, si je l'ai mal prédit, donc si ça n'avait pas bien prédit, on met à jour, d'accord. On supprime ce qu'on avait prédit qui était mal prédit par la requête de mise à jour qui est la plus juste. Donc, c'est insensible à la latence du réseau puisque le travail est plus en local en fait. C'est plus ça client qui va prédire, d'accord, ce qui s'est passé dans les autres. Et donc, on diminue la fréquence de mise à jour et donc utilisation moins de la bande passante et donc moins sensible à la latence du réseau, d'accord. L'inconvénient, bien sûr, on perd en fiabilité. C'est complexe à mettre à jour, à mettre en œuvre. Et puis, bien sûr, la prédiction va dépendre du type d'objet. Et puis, c'est un système qui va convenir aux gros systèmes qui vont fonctionner sur web. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, on vient de voir, donc, comment choisir l'architecture réseau, le modèle de communication et comment choisir la méthode de partage d'état. Bien sûr, en fonction du cahier de charge, en fonction du type de jeu ou le type d'environnement virtuel qu'on cherche à concevoir. D'accord, alors merci pour vos réponses. Donc en fait, les jeux en réseau, on a les jeux de stratégie, donc les RTS. Après, les jeux de stratégie sont soit synchrones, soit asynchrones. On a les jeux à la première personne, donc c'est les FPS. Donc, quelle est l'architecture de ces jeux? On a les jeux de rôle massivement multijoueurs. Et puis, dans ce genre de jeu, il y a le concept de char, de zone, d'instance, de proxy. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi nous? D'accord. Quel type de jeu vous jouez? Le plus, on va dire. Donc, c'est des jeux... D'accord. D'accord. Alors, par rapport aux jeux que vous jouez en ligne, qu'est-ce que vous remarquez? Oui. Donc là, les lags, ça veut dire quoi? Par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui, en fait, le ping, voilà. Donc les pings, voilà, c'est ce que vous avez répondu tout à l'heure. Le ping, c'est la latence. D'accord? Quand on vous affiche le ping, c'est la latence du réseau. C'est l'information sur la latence. Donc, plus vous avez une latence qui est grande, plus vous aurez de lag et d'incohérence.
Oui, bon, quand c'est une architecture en serveur, pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il y a plus d'échanges sur le réseau. Parce que l'information va passer d'un poste au serveur, ensuite elle va revenir du serveur vers les autres clients, vers les autres postes. Et donc on a plus d'échanges, d'accord? Plus d'échanges, et donc on a plus de latence. Plus on a d'informations qui va circuler sur le réseau, plus on a de communication, plus on va être, on va dire, confronté au problème de la latence. Parce que la latence, c'est quoi? C'est le temps qu'aura pris un paquet pour partir et revenir. C'est ça, le temps de latence. C'est un temps. D'accord? Donc, le temps que circule un paquet sur le réseau. Donc, si c'est du peer-to-peer, c'est qu'il va passer directement. D'accord? Donc, il y aura moins de parcours à faire et moins de temps à circuler. Mais bien sûr que si on a une bande passante qui est réduite, on va forcément avoir une latence importante. Alors, est-ce que vous connaissez la bande passante utilisée dans vos jeux? J'ai essayé en fait de chercher l'information sur la bande passante utilisée par chaque jeu en fait, ou bien pour un jeu précis, mais c'est pas une information qu'on peut avoir facilement. Les informations que j'ai trouvées sont des informations qui datent de longtemps, d'accord, qui sont assez. Je pense que ça a bien évolué actuellement. Alors, sur cette partie, en fait, je vais vous la laisser. Allez sur le document que je vous ai donné, d'accord. En fait, ce que je voulais faire à partir de cette partie, de vous donner un petit peu les spécificités des différents jeux. Donc là, par exemple, sur un RTS, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi un RTS, d'accord? Euh, Quelle est la bande passante utilisée sur un RTS, par exemple? Quels sont les types d'RTS? Bon, un RTS synchrone, c'est plus, euh, c'est plus une architecture sans réseau. Là, c'est plus asynchrone. Donc là, c'est plus une architecture avec serveur. Ah, plutôt sans réseau, sans serveur. Là, c'est plus une architecture avec serveur qui est utilisée. Euh, d'accord. Les FPS, c'est quoi un FPS? D'accord. L'objectif d'un FPS, en gros. Quelles sont les architectures? L'architecture standard utilisée sur un FPS. Donc, ça va être plus une architecture serveur, donc avec serveur. D'accord. Après, quand on a les massivement multijoueurs, quelles sont les spécificités, par exemple, de massivement multijoueurs? D'accord. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi le concept, c'est quoi les chars? C'est quoi le concept de char?
Alors, il y a eu introduction, donc à partir. Alors, vous connaissez en fait Ultima. Ultima, c'est une grande entreprise, enfin, c'est une grande firme de jeux en ligne. Donc, il y a plusieurs versions qui sont parties, qui sont sorties. Vous avez déjà testé les jeux Ultima? Oui. En fait, donc les chars, c'est va être une copie, d'accord, de l'univers de jeu. Donc l'état partagé, c'est une copie de l'état partagé qui évolue indépendamment. Donc chaque joueur va choisir sur quel char, sur quelle partie ou sur quelle copie de l'environnement virtuel partagé va vouloir jouer. Alors voilà, alors toute cette partie je vous l'ai donnée, d'accord, c'est en fait en supplément, on va dire c'est comme un atelier, je voulais que ça soit plus en discussion, d'accord. Mais comme à chaque fois, vous êtes tellement peu nombreux qu'on peut même pas faire des ateliers. Donc voilà, donc il y a le concept de char sont en fait des copies de l'environnement virtuel où l'utilisateur ou le joueur a la possibilité de choisir sur quel char, d'accord, il veut jouer. Après, il y a eu aussi l'introduction des concepts de zone. Donc on a plusieurs zones qui sont connectées, d'accord, et puis le personnage se fait téléporter d'une zone à l'autre, d'accord, quand c'est un jeu en fait ou un monde qui est assez grand. Et donc voilà. Donc là en fait, nous on imagine que le jeu est sur un serveur, d'accord, bien sûr, puisque on peut tous les joueurs peuvent communiquer donc pour accéder à ce serveur. Et donc les zones permettent de répartir en fait la charge du monde virtuel sur plusieurs serveurs, d'accord. Donc ça a complexité maintenant en fait ça c'est un petit peu de la programmation, d'accord. Comment les zones sont partagées entre les différentes machines. Après il y a eu les instances, d'accord. Euh, donc des zones instanciées. Donc là il y a eu les instances, des instances de zones. Parce qu'en fait, vous imaginez bien que l'environnement virtuel que vous êtes en train de partager sur un réseau est très lourd, d'accord, on va dire qu'il est très gourmand. Il lui faut des serveurs qui sont assez puissants, d'accord. Et donc, on peut même avoir soit une architecture sur un seul serveur, ou on peut aussi avoir plusieurs serveurs qui vont faire partager le même monde virtuel, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on a le concept de zone et de zone. Exactement, voilà. Exact. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Après, il y a les proxys aussi. Le fait d'utiliser des proxys. Après, il y a une architecture sans zone. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu les avantages, les inconvénients de chaque type d'architecture, d'accord, utilisé dans ce type de jeu. Je vous ai mis aussi des références, d'accord, pour cette partie, donc spécifiquement pour cette partie réseau, d'accord. Donc réalité virtuelle ou le jeu virtuel sur réseau.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? D'accord. Merci. Ah, je voudrais savoir, est-ce que ceux qui sont partis au rectorat ont pu visiter le rectorat hier? Comment ça s'est passé hier? D'accord. Ok, vous avez pu avoir toutes les informations demandées. On vous a bien accueilli. D'accord, ok, super. Madame, Oui, question برك على l'expo نتاع 19 ماي. Est-ce que oui. tu peux nous donner plus de détails En fait, على كيف راح oui, يكون وين؟ oui. En fait, là, l'information, je l'ai eue ce matin. Ça sera pas sur Alger. Ça sera à l'université de Sétif. Donc, ça sera à Sétif. Et le problème, ok, super. D'accord, merci. Donc là, je viens juste de lire votre message par rapport à la visite. Donc voilà, moi je suis rassurée. Je vais informer le département et la doyenne en fait qui attend de savoir est-ce que vous avez été bien accueillis. Donc voilà, je reviens à l'événement. Donc là, je viens d'apprendre que ce sera Sétif, je vous ai dit, et que le problème que l'USTHB ne, on va dire, il n'y a pas de prise en charge. Ni pour les enseignants, ni pour les étudiants. Vous avez compris? Ah oui, اسمها ما Voilà. فيهاش والله. Au داكور. اسمها ما Oui, فيهاش، اسمها ما نقدرش نهضروا هكا. داكور. exactement. Donc voilà, donc on est déçus. Clairement, c'est décevant, exact. Mais bon, par contre, j'ai appris qu'il y aura un événement au mois de juin à l'USTHB. Quel événement, madame? Ah, je n'en ai aucune idée. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que voilà, ça sera assétif, il n'y aura pas de prise en charge, mais il y aura un événement en juin à l'USTHB. D'accord. C'est tout ce que j'ai comme information. Voilà. Donc, on attendra mois de juin pour. Ou bien, bon, en attendant, si j'ai plus de détails, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, moi je ne peux pas vous demander de partir à Sétif tant qu'il n'y a pas de prise en charge et que c'est pas. Donc voilà. Alors pour le TP, donc le TP de cette semaine, donc s'il vous plaît, il me faut les documents de game design de chaque équipe. Et puis, on s'est convenu, s'il n'y a pas le quart des présents en ligne en TP, on annule le TP. Parce que le TP doit être, la présence en TP est obligatoire, vous le savez. Voilà, donc le cours, on a fait un cours avec 3 personnes, ok, c'est passé, mais le TP, vous devez être présent en TP. Et puisqu'il y a le problème de réseau et de latence et de bande passante et tout ça, donc on ne peut pas, on va dire que je ne vais pas appliquer une sanction, mais il me faut le quart des présents qui n'ont pas de problème de réseau. Bon, bon. D'accord?
Et puis, s'il vous plaît, préparez vos documents game design. OK? D'accord, merci. Oui, document. C'est ce qu'on a fait dans le cours de conception de jeux vidéo ou de jeux virtuels. Et on a parlé de concevoir un document qui spécifie la conception d'un jeu virtuel. D'accord, Mohamed? Alors, par contre, vous ne m'avez pas donné vos retours par rapport à la participation aux portes ouvertes. Vous en avez pensé quoi? C'est quoi vos retours? C'est quoi vos impressions? Pas très bien organisé. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, alors, moi j'ai vu 3 groupes participer, c'est ça? Vous étiez 3 groupes. Du moins, j'ai vu 3 applications. Oui, 3. Oui. Non, c'était, oui, exactement. Il y avait des problèmes d'organisation, je vous l'accorde. Sinon, par rapport donc, mis à part ça, quoi d'autre? Par rapport aux participants, par rapport à ceux qui sont venus vous voir, par exemple. Ou bien, qu'est-ce que ça vous a apporté, on va dire? Donc, c'était bien. Donc, j'ai plusieurs étudiants شافوا le projet. يسقساو beaucoup على le modèle الآخر كيف ثاني واش نقراو فيه exactement. سقساوني على par exemple le design كيف خدمته كيف l'environnement كيف خدمته. واش كيما هكا مي c'était bien. Et l'organisation مدام كانت شوية ما كانش ما لقيناش كي جينا ما لقيناش اون طابل باش هم بريزونتيو سما حتى رحنا شفنا اون طابل. هذيك كانت D'accord. Donc en fait, vous étiez avant moi. Moi, je pensais que vous allez venir à 11h puisque le cours, je vous avez dit en fait que je vous libère du TP pour que... Oui, donc voilà. Donc le premier jour, donc j'étais passée tôt pour les M2. Donc je suis partie à l'administration leur dire voilà, en cas de nécessité, vous allez directement au bureau à l'administration, vous leur dites voilà, vous présentez, c'est eux qui vous ramènent la table, ils vous installent et tout ça. D'accord? Donc les M2, donc j'ai pu les installer avant mes enseignements parce que j'avais aussi des enseignements le lundi. Ensuite, je suis revenue les voir. Ils étaient bien installés et tout ça. Vous étiez là avant moi. Donc, je pensais que je pensais que vous aviez cours de 8h à 11h et que vous alliez venir à 11h. Donc, voilà. Mais après, ce qu'il fallait faire, en fait, bon, c'est vrai que peut-être qu'il y aurait des stands ou des tables pour dire, voilà, ça c'est les L1, IV, ça c'est les M1, IV, ça c'est d'autres spécialités et tout ça. D'accord. Donc, il ne fallait pas que vous cherchiez vous-même vos places, il fallait partir à l'administration et leur dire de vous placer.
Ah, d'accord. D'accord. Parce que moi, à 11 heures, vous aviez déjà pris vos tables. D'accord. Bah, merci. Merci d'être présent déjà. Merci d'avoir fait l'effort euh, d'être venu et de présenter et de répondre aux étudiants qui sont passés. Euh, voilà. Déjà, moi, personnellement, je vous remercie pour l'avoir fait. Et puis, n'hésitez pas, en fait, si. Alors, je vous avais promis des attestations. Donc, envoyez-moi un mail pour que je puisse, voilà, pour que je puisse transmettre à l'administration. Donc, envoyez-moi un mail avec les noms des présents, d'accord, des 3 groupes présents, avec leurs noms, pour que je vous demande des attestations. D'accord? Ok. Voilà. Donc, si j'ai plus d'infos pour l'événement de juin, je vais vous informer. Merci à vous. On se voit en TP mercredi 13h, c'est ça? Les slides de quoi? Je vous ai envoyé. Oui, même Hada. Je vous ai envoyé le tout, en fait, jusqu'à la fin. TP mercredi 13h, c'est bien ça? D'accord. Ok. Alors à mercredi, Inch'Allah. Au revoir. Bonne journée à vous aussi.